Et c'est le temps d'une bière. Vous êtes en onde aujourd'hui pour une belle aventure. On va explorer l'histoire des festibières. Et d'ailleurs, sur ce sujet, j'ai une grande annonce pour vous. Cet épisode vous est présenté par le Festibière de Gatineau. Faites bien attention et soyez au rendez-vous parce que pour la première fois depuis 3 ans, le Festibière d'hiver va finalement se tenir. C'est en 2023. Ça va être du 9 au 11 mars à Gatineau, à Zibi. Et oui, pour ceux qui ont un peu peur d'avoir froid dehors, ça va se passer à l'intérieur. Il va y avoir plus de 150 bières différentes. Il va y avoir de la musique, des événements, de la nourriture et surtout des gens de bonne humeur. Moi-même, je vais être là. Fait qu'allez-y, c'est du 9 au 11 mars. Et on leur dit bonjour et on leur donne rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis là pour parler du Festibière avec nul autre que Mario Dair, qui est un peu notre grand biérologue national, une véritable encyclopédie de l'histoire de la culture, de l'anthropologie et même des goûts et des aventures qu'on a quand on brasse et surtout quand on parle avec des gens de bien pour le temps d'une bière. Si on résume, c'est le péteux de bourreau en chef. Si on met ça simple. Là. Oui. J'aurais pu y aller beaucoup plus rapidement en disant ça. Oui, voilà. Fait que humble quand même, somme toute, malgré toutes les sommités. Et puis, Mario, toi, si j'ai bien compris, tu étais vraiment au centre des tout premiers festibières. Autrement dit, le Québec te doit pas mal de festibières et de brou. En fait, on m'a permis, à une certaine époque, de réaliser mes rêves fantasmagoriques, de mettre en valeur la bière dans le cadre d'un festival de bière. Ça se passe dans les années 90, en 1994 pour être plus précis, alors qu'on est en train de découvrir les bières de microbrasserie. Mm-hmm. C'est le début vraiment de la connaissance des microbrasseries. C'est l'arrivée de Robert Charlebois dans le monde de la microbrasserie. Et les gens se posent plein de questions par rapport à ces bières-là. Parce qu'avant la révolution microbrassicole, la bière, c'était tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Qu'est-ce que ça goûte? On sent... C'est secondaire. C'était secondaire. On cherche d'abord et avant tout une expérience Moi, différente. Je suis sportif. C'est ça. Je bois de la O'Keeffe. Mm-hmm. Moi, je suis rocker. Je bois de... Je pense que c'était de la Budweiser dans le temps, les rockers. Il y avait vraiment une bière pour ton style de vie. C'est comme s'il y avait différentes castes de consommateurs. C'était exactement ça, là. Alors, c'était un chasseur, tu buvais de la Bat 50. Il y avait vraiment une image associée à la bière, puis la bière avait presque tout le même goût. Uh-huh. On éliminait le plus possible de saveurs dans la bière pour pouvoir la placer au niveau marketing sur des groupes visés, des groupes cibles. Quand les microbrasseries sont arrivées, ils se sont d'abord distingués par la différence. Alors, les gens qui voulaient plus être dans la gang des images avaient une nouvelle image, c'était l'image des microbrasseries. Et c'est là qu'on est arrivé avec les bières brunes. Alors, les bières foncées. Parce que pour être une microbrasserie, une bière devait être brune. Si tu avais une bière blonde, ça ne marchait pas pantoute, les microbrasseries à l'époque. Peu importe, les microbrasseries arrivent, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça goûte, cette affaire-là? Mm-hmm. Alors, en périphérie, il y a des amateurs de bière qui commencent à faire des recherches puis qui commencent à se demander, mais c'est quoi ça? Mm-hmm. On commence à faire des voyages en Europe pour avoir le référentiel de base. Acheter les quelques livres qu'il faut avoir à l'époque. Il y avait Michael Jackson, le grand gourou britannique, qui nous inspirait. Et on commence à parler de bière. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre à ce moment-là. Et on m'a identifié comme un spécialiste parce que j'avais écrit un livre. Je ne savais pas tellement plus que les autres. C'est juste que t'écrivais ce que tu pouvais. Exactement. Quand je regarde ma première brique, mon petit feuillet de départ, Ouais. quand j'ai commencé à écrire. Mais c'était suffisant pour donner le goût aux gens d'apprendre. Mm-hmm. Et un club, l'Ordre de Saint-Arnoux, s'est formé pour pouvoir développer les connaissances, diffuser les peu de connaissances qu'on avait à l'époque pour éduquer les gens. Mm-hmm. Alors, parallèlement à ça, on voulait faire des festivals de bière. Mm-hmm. Alors, mais l'image de festival de bière qu'on avait à l'époque, c'était l'Oktoberfest de Munich en Allemagne. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre référence. Par défaut, ça serait ça. Et festival de bière équivalait à grande beuverie. OK? Puis si tu vas dans l'histoire pour connaître l'histoire de l'Oktoberfest de Munich, c'est une beuverie et ça servait à ça. On fêtait le début de la saison de brassage, saison d'automne. Il fallait vider les tonneaux du printemps.
Et... Écoute, c'était pour une bonne cause. Absolument. Alors, ici au Québec, on voulait faire de l'éducation. Alors, à un moment donné, les microbrasseries, au début, c'était vraiment une compétition féroce entre elles. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis le marché était très, très petit aussi, hein? Le marché était petit, mais en fort développement. La croissance du marché, même à l'époque, était quand même assez impressionnante. Okay. Mais les premières microbrasseries avaient toutes des difficultés à avoir du financement, des difficultés à percer le marché, de se rendre jusqu'au consommateur, aller convaincre des pubs, convaincre des épiceries de vendre leurs produits. Alors, c'était beaucoup d'efforts individuels parallèles. Et quand une microbrasserie savait que tel dépanneur vendait de la bière de son compétiteur, la microbrasserie se garochait là. « Wow, la porte est déjà ouverte. » Mais le gars qui avait ouvert la porte au début, il n'aimait pas bien ça. Il dit, c'est moi qui ai tout fait le travail, puis toi, deuxième brasserie, t'arrives. Mais il se faisait tout ça, là. Tout le monde profitait des autres, mais il y avait tout ce sentiment d'injustice, puis ce sentiment de colère qui pouvait les habiter à l'occasion. Je vois le Festibiaire comme étant précisément l'occasion de défaire ça. Parallèlement, ce qui est arrivé, il est arrivé un monsieur, un homme d'affaires très, très, très connu dans le monde de la quincaillerie, qui a dit, les microbrasseries, faudrait unir ça. Faudrait qu'il y ait une collaboration entre elles, une compétition saine, mais aussi une collaboration. Ça, on parle d'André Dion, ici. Oui, qui a fondé Unibrou. Qui a fondé Unibrou, exactement. Alors, il est devenu président de l'Association des microbrasseries. Et son premier cheval de bataille pour unir les microbrasseries ensemble, c'était de militer pour une diminution de la taxe spécifique sur la bière. La taxe spécifique, c'est une taxe que dès que tu as produit l'alcool, il faut que tu envoies de l'argent au gouvernement. Tu n'as pas vendu une bière encore. Tu as produit de l'alcool, tu envoies un chèque au gouvernement. C'est la fameuse taxe d'assises ou d'excise, quelque chose comme ça. Accise au fédéral, spécifique au Québec. Les deux ont leur propre. Alors, il a développé d'abord un mémoire pour diminuer la taxe spécifique du Québec. Le ghostwriter, l'écrivain fantôme qui a rédigé les mémoires pour la microbrasserie, il est là en avant de toi aujourd'hui. Mario Dair! Alors, il a été engagé par l'Association des microbrasseries pour travailler avec eux autres pour rédiger puis présenter ce mémoire-là au gouvernement. Et ça a fonctionné. Alors, les microbrasseries qui étaient toutes en compétition ont eu ce premier projet-là de réussir à avoir une diminution des taxes. Remarque que cette diminution des taxes-là n'était pas spécifique aux microbrasseries. C'était une diminution des taxes pour les premiers 200 000 hectolitres produits. Alors, même Molson, Labatt, O'Keeffe ont eu cette diminution des taxes. Oui, je ne savais pas ça. Par l'effort des microbrasseries. Alors, le gouvernement, au lieu de dire on fait une taxe spéciale pour les microbrasseries, on dit on va faire une taxe spéciale pour les petites productions. Alors, les premiers 200 000 hectolitres, c'est comme ça qu'on est venu à dire que les microbrasseries, c'était 200 000 hectolitres ou moins. 200 000 hectolitres, entre toi et moi, c'est gigantesque. Il ne doit pas avoir beaucoup de microbrasseries au Québec qui se rendent jusque-là. Pas beaucoup. Peut-être que Belle Gueule, RJ, peut-être que Brasseurs du Nord, c'est les grosses microbrasseries. Des grosses pointures. Unibrou aussi, mais Unibrou qui appartient à des intérêts étrangers maintenant. Peu importe. Alors, on produit ce mémoire-là, puis les microbrasseries commencent à communiquer entre elles de façon positive. Le gars qui est là, qui a rédigé leur mémoire, il y avait un festival dans la tête. Et Unibrou, André Dion, avait déjà approché la Corporation de développement économique de Chambly pour faire un festival. Le Festival des bières naturelles et microbrasseries de Chambly. C'était le titre de travail qui a reçu une subvention théorique pour faire un festival autour du Fort Chambly. Il y avait beaucoup de difficultés ici, là. C'est que les microbrasseries ne voulaient pas aller à Chambly. À l'époque, c'était très compétitif, puis Chambly, c'était à l'autre bout du monde par rapport à Montréal. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'il faut dire que le mouvement des microbrasseries, c'était surtout la clientèle de Montréal. Montréal, Sherbrooke, Québec, un peu Trois-Rivières. C'était disséminé, puis chacun son petit territoire. Puis Unibrou était à Chambly, puis là, les microbrasseries disaient, on va pas aller à Chambly faire le spectacle d'Unibrou. OK? Mais il y avait le gars qui avait rédigé leur mémoire, qui a été engagé pour faire le festival des bières naturelles et microbrasseries de Chambly. Puis là, les microbrasseries ont dit, à toi, on te fait confiance. Alors, mais on veut être consulté à chaque étape de procédure de planification. OK. C'est là que
j'ai commencé à regrouper les idées, puis faire des conseils de consultation, etc., etc. J'aimais pas le titre du festival. Il y a quelque chose de pas naturel, on dirait, dans le mot naturel. C'est trop long. Là, j'ai dit, moi, je propose Festibière. Personne n'aimait ce nom-là. Personne. J'ai dit, correct. Dans l'échéancier de planification, à telle date, il va falloir produire des affiches, de la publicité. Puis à ce moment-là, on décidera du nom. Pour l'instant, acceptez-vous qu'on mette comme nom de travail Festibière? Oui. On commence à travailler, à consulter. Puis ce festival-là, c'était vraiment construit sur mesure pour les besoins des microbrasseries. On parlait d'associer la bière à la bouffe. C'est complètement impensable à l'époque. Là. C'était comme, voyons donc, la bière et la bouffe. C'est le vin avec la bouffe. Bière et fromage, ben voyons donc, t'es complètement fou, toi. Tu sais, vraiment, le côté culturel de la bière, le côté historique de la bière, le côté patrimoine de la bière, mettre ça en valeur, faire sortir ça. On a établi des contacts avec le musée de la bière en France pour faire des expositions dans vraiment un festival éducatif de plein air, champêtre. C'était vraiment comme une image très abstraite, là, parce que ça n'existait pas. J'imagine une espèce de Disneyland. Ouais. C'était, en tout cas, ma préoccupation, c'était vraiment éducation. C'était vraiment éducation. Alors, les microbrasseries, tout le long de la procédure, ont participé. Et quand est venu le temps de nommer le nom, j'ai dit au conseil d'administration, au conseil de consultation, bon, mais là, avez-vous des suggestions pour le nom? Puis là, le monde me regardait. Voyons donc, c'est Festibière. Voyons donc, c'est Festibière. Bon, OK, c'est Festibière. J'ai pas eu besoin de convaincre personne, mais ça avait pris quand même quelques mois. Ouais, à un moment donné, ça allait de soi. Là, on l'organise à Chambly, puis c'était pas évident, tu sais, en plein air, négocier avec Parc Canada. Parc Canada, c'était pas faire un festival de bière sur un lieu national historique. C'était pas évident. On peut pas poser des poteaux n'importe où parce qu'il y avait des artefacts. Tu sais, c'était vraiment des longues négociations, puis il était très réticent au début. À la fin, ça s'est bien passé. On a réussi à organiser un premier festival de la bière, puis note infrapaginale, la première édition, on avait des stands à l'intérieur du Fort Chambly. C'est ça que je me demandais. Les ateliers étaient à l'intérieur du fort d'un bureau. Une exposition historique sur la bière avec des artefacts du musée de la bière de Stenay en France. C'était la grosse affaire, OK? Vous avez vraiment déployé l'artillerie lourde, là. Tout le monde voulait servir la bière à l'intérieur du fort. Moi, j'ai dit au microbrasserie, à l'association, les gars, on va être cool avec les bières importées. On va les mettre dans le phare, puis nous autres, on reste à l'extérieur. Ça n'a pas été facile de les convaincre de ça. Pendant l'organisation, il faut faire de la planification puis de la coordination avec la sécurité de Chambly, la police, les pompiers, etc. Puis la capacité d'accueil du phare étant ce qu'elle est, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent être simultanément à l'intérieur du phare. Alors, il y avait du comptage à la porte. Et quand les gens attendaient en ligne pour entrer dans le phare, l'ambiance était fantastique. Là, ils étaient émerveillés. Ils ne voulaient plus sortir. Ouais. Alors, les exposants à l'intérieur n'ont pas fait beaucoup d'argent. Les gens prenaient leur bière, puis ils restaient là. Ils prenaient leur temps. Ben alors, oui. L'année d'après, il n'y a plus personne qui voulait à l'intérieur du phare. Fait que c'est comme ça qu'on était. On a fait tout le tour du phare. Mais chaque année, ça prenait de l'expansion. Ouais. On me demandait à l'époque, ici, parce que j'habite ici dans la région, de faire le festival ou festibière au Parc Lémé, au Lac Lémé. Moi, c'était comme, je suis pas sûr, c'est pas mes grandes compétences. J'étais pas vraiment compétent pour faire de la planification de festival. T'avais du fun, t'avais des grandes visions, mais la compétence n'était pas au rendez-vous. Ouais, la compétence d'aller convaincre des gens de venir, la compétence de mettre en valeur, la compétence d'en parler à la radio, à la télévision, ça, je l'avais, mais au niveau organisationnel, j'avais une équipe avec moi qui était super bonne au début, mais une équipe étant ce qu'elle est, ça change au fil du temps. Il y a des conflits, il y a des enjeux, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et comme administrateur, j'étais pas très bon. En fait, je suis très gentil avec moi-même, j'étais pourri ben raide. Pour être honnête, là. Alors, j'ai quand même réussi à faire 6 éditions. OK. À Chambly. Et à la 6e édition, j'ai fait capote ben raide. Vraiment. Ah ouais, ça ne marchait pas, là. Ça n'a pas marché. Et il y a une deuxième organisation qui s'est créée pour refaire Festibière, des gens d'affaires du milieu de Chambly. Puis à Chambly, il y a eu comme 2 groupes qui sont formés. Un groupe
privé, puis un groupe paramunicipal. OK. Alors, puis là, on soumettait des projets. J'étais consultant là, pour le groupe privé. Puis la ville de Chambly a décidé d'aller en appel d'offres. On veut faire un festival, puis qui va avoir quoi. Ça fait que quand on a soumis notre plan d'affaires, puis tout basé sur les erreurs que j'avais faites pour faire ça meilleur, ça a été versé à la ville de Chambly. C'est comme ça qu'on apprend, Mario. Mais ils ont donné le projet à l'autre, au paramunicipal. Ben oui. Puis le paramunicipal, mais finalement, il avait accès à nos documents par la porte en arrière. En tout cas, ils ont changé le nom, mais pendant 10 ans, ils se sont appelés Festibière 2. Pas officiellement, mais dans leur présentation, tatati, tatata. C'était comme... Il y avait raison, dans le fond. Mm-hmm. Okay? Ils ont construit le modèle. Ils ont pris le modèle. Ils ont changé de nom parce que le nom Festibière est une marque de commerce qui m'appartenait. Est-ce que tu as vendu les droits? C'est ça qui est arrivé? Non, ben en fait, là, on s'en vient au droit du Festibière, du mot Festibière. Ah, il y a des droits? Oui, c'est une marque de commerce. Wow! OK, parce que c'est un nom que j'ai inventé. Ben oui. OK, alors je l'ai fait enregistrer comme marque de commerce. Tu sais, c'est au fédéral, là, il y a une place pour ça. Là, puis tu payes 2 ou 300. Ah, OK, je pensais que c'était... Ça coûte cher. En tout cas, mais c'était pas moi personnellement, c'était une compagnie qui s'appelait Québière. Puis c'est ma compagnie, j'étais le seul actionnaire. OK, alors, ce qui est arrivé, c'est que le Festibière est mort. Le nom, il était dans des papiers quelque part. Puis Bière et Saveur à Chambly a continué, a pris le relais. OK? C'est une autre organisation, c'est des gens mieux organisés que moi, je l'étais, puis qui ont réussi à, finalement, avec le modèle champêtre, puis le côté familial. Ça aussi, c'était une dimension qui était impensable de faire un festival de bière familial. Ouais. Dans lequel il y aurait des choses pour tout le monde, pas juste de la bière, c'est-à-dire. Puis de l'animation, puis que les enfants soient là. La vision que j'avais, c'était il faut que les enfants associent bière à on peut avoir du fun sans être sous. Puis dans les premières éditions de Chambly, j'étais très sévère là-dessus. S'il y avait une personne qui était sous, qui manifestait, on la sacrait dehors. Ah oui? Oh, elle était accompagnée à la sortie, c'était bon. Tu comprends, il y avait la sécurité. Puis, monsieur, vous avez assez bu, on vous oui, c'était somme toute assez gentil, là, mais ça prenait la modération. Ah oui, dès qu'il y avait une explosion de fête, la sécurité était... on s'en va. On intervient. On walkie-talkie, puis tout par telle place, à telle zone, tac, tac. Puis là, les gens, on les sortait du site, c'est tout. Alors... on a réussi quand même à monter un festival où les gens qui vont, ils savent que ça va être comme ça. Hey, mais ça me fait penser, Mario, il faut que je te demande ça avant de l'oublier. Parce que là, on parle des premiers festibières, du festibière de Chambly, qui est, je pense, resté un des plus populaires, sinon le principal. Dis-moi, dans les premiers festibières, le premier festibière que tu organises, c'est quoi les bières les plus populaires? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, est le plus intéressant? Je te demande ça à cause de la bière qu'on boit nous-mêmes, que tu m'avais recommandée, qui est une Dominus Vobiscum. Que Dieu soit avec vous, hein? C'est ça que ça veut dire? C'est du latin? Oui. Parce que moi, je suis allé chercher ça au dépanneur Rapido qui me l'a offert. Puis tout le monde là, s'entendait pour me dire « Ouais, ça va bien aller pour le podcast. » Puis finalement, pourquoi? C'est Frédéric Tremblay, le microbrasserie Charlevoix, qui était un des participants au premier festival, dans les premiers. Ils ont géré, eux autres, le stand des bières trappistes au Festival de Chambly. Oh. Fred et sa copine, sa conjointe, Caroline, qui sont toujours ensemble à Baie-Saint-Paul pour faire. Et le style de bière qu'on aimait beaucoup, c'était la tripe de Westmalle. Alors, qu'on a là, juste ici, qui est un petit cadeau de ces bières-là. Les Westmalle qu'on a dans le studio, là, ça nous vient de Martine Boilly à l'Autreuil. On lui dit merci. Merci, Martine. Vraiment. Et moi, quand j'étais brasseur maison, j'ai brassé de la tripe. C'était mon style. Alors, ma recette de base, je l'ai partagée. Puis, ça a donné des cousins, des cousines, dont cette bière-là. Il y avait la 8e jour, la tripe de Saint-Arnoux que Frédéric Tremblay à Baie-Saint-Paul a fait. Et celle-là, c'est comme une interprétation sur le même thème. Là. Alors, fait que tu es en train de me dire que toi, tu as une petite part à jouer dans la bière qu'on consomme aujourd'hui, là. Une part spirituelle. C'est la spiritualité de la bière. C'est la spiritualité des rencontres qu'on avait. C'est vraiment l'effervescence du début de créer quelque chose de nouveau qui marche. Parce que pendant le festibière, on était bien.
C'était une ambiance fantastique, merveilleuse. Ouais. Si le gars savait compter puis administrer, il serait encore là, puis il serait peut-être pas devant toi pour en parler. Sacré Mario. Mais s'il avait été un bon administrateur, moi, j'aurais pas d'invité aujourd'hui. Oui, ou il serait venu à Chambly. Je ne sais pas. C'est pas bien grave. En tout cas, je pars de Chambly. Ouais. Puis, dans ma tête, c'est fini les festivals. C'était mon fonds de pension du fédéral que j'avais investi. Que j'avais perdu. À ce point-là. Oui. Alors, mais j'ai aucun regret. Ouais. Aucun regret. Mais t'as quand même fait quelque chose d'unique. Je veux dire, t'as légué des choses, là, t'as inspiré du monde. T'as surtout créé des ambiances très festives. Puis champêtre. Oui. Puis c'est ça, c'est le mot champêtre familial, gastronomique. Ça, là, c'était les référentiels de base qui étaient inimaginables dans les années 90 quand on a organisé ça. Puis c'était peut-être naïf à l'époque de le penser, mais les microbrasseries m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, tu sais, tu nous as fait sauver des taxes pas mal. Ouais. On va prendre une chance à Chambly. Ouais. Puis ça a été un succès fou pour tout le monde. Puis c'est resté. Alors... Puis ça a changé la culture brassicole. Ça a contribué, pas à changer, ça a contribué à développer une culture brassicole, puis une profondeur, puis d'aller examiner ce qu'il y a autour, le côté culturel. À chaque année, on avait des thèmes, là. La culture, la bière, la femme et la bière, etc. etc. La femme et la bière? Oui, ben oui, ça c'est important, parce que dans l'histoire de la bière, jusqu'à la révolution industrielle, la femme est super importante. C'est la femme qui brasse, surtout. Oui, c'est une boisson maison, là. C'est un aliment. Ouais. C'est même pas une boisson. Ça fait comme que la femme qui est à la maison prépare les aliments, dont la bière. Puis comment est-ce que vous aviez organisé ce festibiaire-là qui avait ça comme thématique? Est-ce que vous aviez beaucoup d'exposantes, beaucoup d'historiennes, des historiens? Des conférences, oui. Ah, il y avait oui. toujours une série de conférences au festibiaire. Il y en avait sur tout ce qu'on pouvait faire périphérique à la bière. Et Femmes et la bière, c'est une exposition. On l'a refaite ici à Gatineau, d'ailleurs. Ben, une nouvelle exposition, La femme et la bière, comment c'est important. Et c'est ça. Alors, Festibiaire meurt à Chambly, remplacé par Bière et Saveur, et ça devient un souvenir. Jusqu'à temps que 2 personnes m'approchent ici, à Gatineau, pour me dire, veux-tu m'aider à organiser un festival de bière à Gatineau? Consultant numéro 2. Alors, 2 personnes qui ne se connaissent pas. 2 personnes indépendantes, 2 entrepreneurs. Puis moi, je dis aux 2 de façon parallèle, oui, je vais être votre consultant, mais demandez-moi pas une scène, puis demandez-moi pas d'être dans l'organisation. Okay. Je veux rien savoir. Oui. J'ai donné à Chambly, mais je vais être très heureux de vous aider les 2. Fait que, à un moment donné, j'ai fait se rencontrer ces 2 personnes-là. J'ai dit, gars, vous êtes 2 hommes d'affaires, vous êtes 2 personnes en mesure de faire ça, vous avez les compétences pour le faire. Je vous ai donné la parole aux 2. Alors, s'il y en a un qui décide de le faire, ben, je vais l'aider. Puis si il me semble que vous 2 pouvez être ensemble puis le faire. Les 2 ont décidé de s'associer pour le faire. Okay. Moi, je devenais consultant, comme je l'avais promis. Mais les 2, ça n'a pas marché. OK? Il y en a un qui s'est retiré. Pour devenir consultant en organisation de festivals de bière. Fait qu'il voulait devenir comme un peu ce que je faisais comme consultant. Mais lui, il voulait être partie prenante. Alors, puis l'autre personne, c'était Nicolas Cazelet, qui est très connu ici dans la région, puis qui me dit, Mario, moi, je vais le continuer. L'autre, il a abandonné le projet. Mais on ne savait pas c'était quoi les plans de l'autre, d'être consultant. Il y avait un peu d'ambiguïté là, dans la situation. Sa situation n'était pas claire, puis il est allé voir la ville de Gatineau pour négocier, genre, retarder donc d'1 an l'organisation d'un festival. Puis il y a peut-être d'autres groupes qui sont intéressés à organiser un festival de bière ici. Alors, puis il y avait d'autres groupes qui ont été approchés par cette personne-là pour présenter un devis, mais l'année d'après. Alors, puis là, Nicolas, il dit, ben là, on veut le faire tout de suite, nous autres, le festival. Mario, toi, tu vas être capable de convaincre la ville de Gatineau de le faire tout de suite. OK? Alors, tu vas être président. Je veux rien savoir. Je te l'ai dit. C'est dommage complexe. Je veux rien savoir. Et on m'a donné une présidence sur un plateau d'argent. OK. Dit, oh non, tu es dans l'organisation. C'est important que tu sois là, mais on va tout faire. Tu vas être un président factice. C'est ton image, ta compétence, ce que tu veux faire, mais on va tout te faire en arrière. OK?
Puis la personne qui faisait vraiment ma job pour le vrai, c'était Manuela, OK. qui est le Chelsea Pub, qui est biscotti aujourd'hui. Ah oui. OK, Ça va bien son affaire à elle. Oui, c'est super. Ah OK, oui. elle était dans le conseil. Puis moi, j'étais juste vraiment une image Mhm. pour convaincre la ville, d'abord, de la possibilité de faire ce festival-là dans 6 mois. Comme pour rassurer les décideurs municipaux. Oui, exactement. Dire, on fait confiance. Tu l'as fait à Chambly, on te fait confiance. Puis moi, j'avais une confiance aveugle à Nicolas et Manuela. C'est des hommes d'affaires, femmes d'affaires. Une confiance vraiment... Vous me dites que je suis juste une image, je vais être juste une image. Je vous fais confiance. Puis ils sont allés chercher Orchestra. Je ne connaissais pas pantoute Orchestra. Puis c'est Orchestra aujourd'hui qui a Festibière au fil de l'évolution des choses. On a été capable d'organiser le premier Festibière de Gatineau au lac Lemay. Là où les gens voulaient que ça se fasse au début, un festival d'été. Ça, c'était en quelle année? Ça ressemblait à quoi comme ambiance? C'était fantastique. C'était vraiment là, au bord du lac, là. C'était champêtre. Dans la fraîcheur d'un lac, à côté de l'hôtel Hilton. Pas trop loin du Hilton, ou à côté de la quincaillerie aussi. Oui, ben oui. Il y a un Rona. Oui, il y a un Rona. Dans l'ombre d'André Dion. Peut-être l'héritage d'André Dion. En tout cas, alors, on a réussi à faire un mini... C'est vraiment copié sur le Festibière de Chambly. Là. C'était vraiment la même image, le même. Mais rendu en 2000, ça fait 7 ans, 10 ans. Ça fait 10 ans de ça. Alors, 23, en 2013, 2012, dans ce coin-là, en 2012, c'était plus quelque chose d'extraordinaire, puis de quelque chose de fantastique, un festival champêtre de bière. Ouais. C'était le modèle, il existe. Puis t'as plus le côté extraordinaire de la nouveauté, c'est moins l'émerveillement. Puis les commanditaires étaient plus au rendez-vous. Moi, à Festibière de Chambly, avoir des commanditaires, c'était tough en tabarouette. Là. Ouais. OK, j'ai quitté, puis j'avais des commanditaires factices aussi. Genre, donne-moi 5$, je mets ton nom, là. Tu sais, genre, pour donner la crédibilité. C'était pas vraiment pour l'argent, c'était pour avoir de la crédibilité. C'était pas facile. C'était pas facile au début. Mais c'est toujours comme ça, une nouvelle business, là. Hein? Puis là, il y a quelqu'un qui te copie. Il prend toutes tes erreurs. Il les corrige. Puis là, il en fait un autre semblable à une autre ville. Puis là, il en fait. Puis là, c'est copié à gauche puis à droite. Puis il y a plein de festivals champêtres à cette heure sur la bière. Mais dans le temps, c'était... Pensez-y même pas. Mais écoute, ça veut dire que la culture autour de ça a véritablement changé. Oui. Mais là, je me demande, on est rendu à peu près à combien de festibières, d'après toi, au Québec? Ben, c'est des festivals de bière, parce que le nom Festibière, c'est une marque de commerce. C'est vrai. Qu'on a transféré. Mais là, ici. tu vas pas me poursuivre pour l'utiliser. Mais non, on peut l'utiliser en France, puis dans la francophonie. Il y a plein. Le mot Festibière, c'est plus un néologisme. Il appartient maintenant à la langue courante. De commerce, exactement. Puis même moi, quand j'ai fini Festibière, j'ai dit, bon... Je me souvenais pas que j'avais la marque de commerce, puis j'avais dit aux gens de Québec qui ont fait un Festibière, ben oui, c'est correct. Tu prendras Festibière, je te poursuivrai pas. Commun. Oui, quasiment ça. Mais ça me fait penser à la Pils. Comme quand une compagnie allemande appelait sa bière de la Pils au début du 20e siècle, et puis ça faisait pas l'affaire de la brasserie qui, à l'époque, faisait la Pils originale, ou en tout cas s'en réclamait. Ça a été porté en appel au tribunal de Londres. Le tribunal de Londres a jugé en faveur de la brasserie qui avait copié le nom en disant que la bière était tellement populaire que la ville de Pils, ou en tout cas sa brasserie principale, n'avait plus le droit de dire que c'était sa propriété intellectuelle parce que c'était devenu maintenant un style de bière. C'est plus nu. Ça, c'est un autre je viens d'ouvrir une grosse tangente. Oui, parce que là, si tu remontes avant la Révolution industrielle, on a perdu le contrôle. Là. Les bières d'une ville portaient le nom de la ville. Oui, tout le temps. Il n'y avait pas de marque de commerce. OK? Alors, comme le savoir brassicole se transmettait de façon orale, avec les ingrédients locaux, les bières d'une ville avaient pas mal toutes le même profil de saveur. Oui, parce que c'était le grain d'à côté, l'eau d'à côté. Exactement. Puis peut-être les aromates du coin. Exactement ça. Ouais. Alors, les bières de Berlin, c'était les bières de Berlin. Les bières de Paris, c'était les bières de Paris. Les bières de Bruxelles, c'était les bières de Bruxelles. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas une marque de commerce. Quand la révolution industrielle est arrivée, ça est arrivé en Angleterre, OK? Ah oui. Puis, les premières applications... brassage de la révolution industrielle, naturellement, c'est en Angleterre. Puis après ça, c'est en Europe. Puis après ça, c'est en Amérique. OK? Puis en Amérique, c'est vraiment les Allemands qui ont porté ça. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours. C'est un autre podcast. OK? En République tchèque,
ils ont créé, avec les techniques britanniques, une bière blonde. Ça correspondait avec l'arrivée du verre transparent qui coûte pas cher. Alors, toutes les bières étaient brunes. Toutes les bières, en général, étaient brunes. Puis là, cette bière-là, blonde, scintillante, c'est quoi cette bière-là? Ouais. Il y a une révolution qui se transforme. Mais elle s'appelle Pilsner. Parce que les brasseries de Pilsen, OK, en République tchèque, ben, ils s'appellent Pilsen. C'est le nom de la ville. C'est le nom de la ville en allemand. C'est pas en tchèque, parce qu'à l'époque, c'est les Allemands qui sont les dominateurs. Ça. Mais oui, c'est eux qui dirigent les choses. C'est eux qui, en République tchèque, là, c'est pas une Pilsner, la bière. C'est Pilsen, quelque chose comme ça? Une Svetli. Je le prononce pas comme elle. C'est Svetli. Il y a des accents bizarres. Là. Alors, les Allemands ont copié ce style-là. Puis ils ont dit, on va l'appeler Pilsner. Mais ils l'ont copié avec leurs ingrédients, les autres. Ouais. Avec les innovations de la révolution industrielle, qui n'étaient pas vraiment le même style de bière que Pilsen. Plus sucré à Pilsen, très amer, mais les Allemands l'ont fait plus sec. Ouais. Plus goût de mat franc. C'est devenu un style en Allemagne, puis là, il y a des milliers de brasseries en Allemagne qui ont appelé ça Pilsner, en hommage à Pilsen. Fait qu'eux autres, ils ont adopté un style Pilsner, puis Pilsner Urquell, éventuellement, ont fait enregistrer le mot de leur ville comme une marque de commerce. Mais c'est arrivé après le style. Alors, dans l'histoire, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? On est loin. Là. On est loin, mais alors, moi, ça me rappelle, ça me donne une espèce de connexion avec le festibière, parce que quand on parle de bière à travers les époques, ça change. Le festibière a changé un petit peu la culture, a contribué à populariser la bière. Mais tu sais, à chaque année, il y a des nouvelles tendances. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que toi, en tant que disons, organisateur central dans cet épiphénomène, tu as dû voir... d'abord, tu as dû en voir des vertes et des pommures, côté bière, côté préparation, mais aussi, tu as dû voir beaucoup de tendances, puis tu as dû voir ça évoluer. Fait que, tu sais, moi, puisqu'on est au Québec, puis qu'on est des enfants de la Révolution brassicole, il faut que je te demande, quand est-ce que la IPA, la fameuse IPA, là, s'insère résolument dans les festibières, puis quand est-ce que ça commence à générer beaucoup de, disons, d'intérêt? Mais ça, c'est des modes, hein? Ben oui. Ça commence avec... C'est une autre émission, là. Là, ça fait 3 podcasts que tu nous lances. C'est même pas moi qui fais ça, là. C'est l'évolution des styles. Au début de la révolution microbrassicole, en Amérique du Nord, on s'inspire des styles européens. 3 grandes influences. Britannique, puis ça comprend l'Irlande, là. Britannique, Belge, Allemagne. Regarde sur une carte, là, ils sont tous en ligne. Hein. Ouais. Fait que les 3 grandes influences brassicoles sont là. Puis les brasseurs nord-américains s'enlignent vers l'influence qui coûte le moins cher à brasser. Britannique. Okay. Puis de toute façon, dans l'histoire, ça va avec eux autres. Les systèmes de brassage britanniques coûtent moins cher que le système de brassage allemand ou que le système de brassage belge. Mais les Américains font des bières belges avec les systèmes britanniques. Ils font des bières allemandes avec les systèmes britanniques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des styles. Parallèlement à ça, il y a les mots marketing, des mots qui vont faire vendre. IPA, India Pale Ale. C'est l'exotisme qui vend? En fait, oui, l'exotisme, puis le mot IPA, ça sonne bon. Ça sonne le fun. Puis IPA, à l'origine, c'est une bière qui a plus d'alcool qu'une bière ordinaire. Ouais. Fallait que ça survive le voyage, là, hypothétiquement. En tout cas, ça, c'est la grande légende autour de la IPA. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Là. Ouais. Puis c'est de la bière destinée à l'exportation. Plus houblonnée, plus forte en alcool. Mais plus forte en alcool, tiens-toi bien, 5%. Ouais, ben oui. Ça, c'est ça. Ben, en Amérique, là, 5% plus forte en alcool, t'as pas de crédibilité. Fait qu'à voulu, t'as fait plus forte à 6, 7, 8% d'alcool. Là, t'as fait encore plus forte en t'inspirant des moines. Tu vas l'appeler double IPA, triple IPA, quadruple IPA, mais en des facteurs multiplicatifs. Le mot IPA fait vendre. Fait que toutes les bières deviennent des IPA. Mais à partir de quand le mot IPA fait vendre au Québec? Ah, c'est les années 2000. Là. 2000? À partir de 2000, c'est comme une petite vague. Puis là, c'est rendu une grosse affaire. Puis à un moment donné, c'est rendu un tourbillon, puis t'as pas le choix d'en faire. Oui, puis c'est l'influence américaine. Ouais. Je trouve ça fascinant, les Américains. Comme je viens d'expliquer, ils ont inventé plein de styles inspirés de l'Europe, avec au départ des équipements britanniques, qui ne faisaient pas exactement les mêmes bières, Bah oui. puis ils exagéraient.
Tu sais, comme ils exagèrent dans l'alimentation partout. Ah oui. Tu sais, tu vas commander une assiette, n'importe quelle assiette aux États-Unis. Si c'est bon, c'est parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas qu'est-ce que ça goûte, c'est comme ton plat, il est plein de même. Ils font des montagnes avec peu. C'est Mais la même ça me fait affaire pour la bière. Ouais. Alors, ils en ont mis des ingrédients, puis ils ont fait du n'importe quoi au début, puis à un moment donné, ils ont commencé. Ils ont commencé à découvrir qu'il y avait un véritable potentiel côté Puis qu'on agrumes, peut affiner côté ça, houblon, oui. ça s'est amélioré. Puis il y a la chaîne des amateurs de bière qui... Tu sais, au départ, une boréale russe, là, qui est une bière bien ordinaire aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était wow! C'était nouveau, là. Fait qu'on était à bon, nous autres, là. On goûtait ça, on était fort, on buvait une bière plus forte que les autres. C'était l'époque où il y avait plus de nationalistes québécois aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, c'est rendu notre bière normale, puis quelqu'un qui va la faire plus forte, il faut qu'il mette plus de houblon, il fait plus d'alcool. Ça fait un cercle qui s'amplifie, là. C'est comme une spirale de saveurs, puis on est rendu avec des saveurs extraordinaires. Au début, c'est les gens, les consommateurs borderline qui veulent du nouveauté, qui veulent du plus, puis à un moment donné, le plus devient ordinaire. Ben oui. Puis le plus, il faut en mettre plus, puis là, on est rendu avec des styles, on ne s'y retrouve plus, là, avec ce qui se passe. Alors, puis le IPA, c'est comme une colonne vertébrale, c'est comme un thème. C'est un monde en soi, c'est un kaléidoscope d'opportunités. Ça n'a rien à voir avec le IPA d'origine, qui était britannique à l'époque de l'Empire colonial. C'est ça qui est le plus fascinant. Écoute, corrige-moi, je t'en prie si je me trompe. Quand la IPA devient populaire au Royaume-Uni, c'est-à-dire vraiment en Angleterre à l'époque, cette IPA-là, non seulement elle n'a rien à voir avec la IPA moderne, mais elle est bien plus proche d'une porteur. Elle est plus sombre et son houblon vient moins tanner la figure. Il y a beaucoup plus de houblon par rapport à la norme de l'époque, mais c'est pas un houblon dont tu vas particulièrement goûter l'amertume. C'est une bière qui est plus foncée, puis c'est une bière qui est plus basse en alcool que les IPA qu'on connaît, mais surtout, c'est pas une bière super amère. Fait qu'ipso facto, nécessairement, c'est plus près d'un porteur. Parce que c'est la bière par défaut. Oui, mais porter traditionnel. Les porteurs de l'époque pré-industrielle. Ouais. Il faut vraiment mettre une frontière avec la révolution industrielle. Oui, c'est ce que je veux dire, la porteur du temps. Oui, puis alors c'est ça. Alors, et oublie pas que c'était une bière destinée à l'exportation. Alors, en Angleterre, ils ne buvaient pas. C'était une bière qui s'en allait en Amérique du Nord puis qui s'en allait dans les Indes. Ouais. Alors, c'est pas une bière locale. C'est juste des gens locaux. Oh, on va goûter à ça. Oh, c'est pas pire. Mais en Angleterre, c'est très, très traditionnel comme consommation. C'est très, on boit dans les pubs. Ouais. On boit pas à la maison. Tu sais, c'est très... C'est tellement traditionnel qu'on a résisté pendant très longtemps à l'usage du houblon dans la bière. D'où le fait que le mot « ale » soit encore très utilisé en Angleterre. Ça prouve que ça a été un des pays qui a le plus résisté à l'adoption du houblon de façon commerciale. Disons. C'était le dernier bastion. C'était l'herbe du diable pour les Anglais. Ils mettaient du romarin, ils mettaient d'autres épices. Tout sauf du houblon. Le houblon, ça venait de l'Europe, ça venait des Allemands, Christy. Les Allemands, les Anglais. Tu sais, ça se fait pas. Les Flamands aussi, qui avaient été pendant longtemps des ennemis commerciaux à cause de leur énorme flotte. Au 16e siècle, la flotte de la Hollande était plus puissante que la flotte de l'Angleterre. Et les deux, pendant quelques décennies au moins, étaient en constante situation de guerre navale. Puis il y a un moment où est-ce qu'on aurait pensé que ça aurait été les Pays-Bas qui, en réalité, allaient gagner cette espèce de lutte pour la suprématie. Puis les Pays-Bas, il y avait vraiment beaucoup de jardins à houblon. Des espèces de hop garden, comme on appelle. Oui. Ben, ça, c'est notre affaire, les gardens. 4e podcast. Oui, c'est ça. Non, mais là hey, ça j'ouvre des portes là, avec toi, c'est dangereux. On glisse par en arrière dans l'histoire, parce que les Hollandais, c'est l'Espagne aussi. Hein. Oui. C'est les premiers colonisateurs de l'Amérique, ça, les Espagnols puis les Portugais. Là. Ouais. On va diverser. Il y a beaucoup de sections. Toute la section qui s'appelle les Pays-Bas espagnols. C'était les Pays-Bas espagnols. Alors, puis c'était la grosse rivalité avec l'Angleterre, puis il y avait la rivalité avec les Habsbourg, les Allemands, puis l'Autriche, puis les Français. C'était tout compliqué. Dans ce temps-là, la bière, c'était juste la boisson normale, ordinaire. C'était pas... C'était une forme de bouffe aussi. Oui, c'est ça. On parle pas vraiment
du produit qu'on consomme aujourd'hui. Ouais. Puis le produit qu'on consomme aujourd'hui, là, revenons-en. Parce que, évidemment, ça fait 15 minutes qu'on saute du coq à l'âne. On est vraiment ailleurs. Pourquoi ne pas continuer? Oui, revenir à la Festibière. C'est ça. La Festibière de Gatineau. Ben oui. OK. Puis là, l'organisation du Festibière, ça a été vraiment orchestra. Ouais. OK. L'épine dorsale, le moteur principal du Festibière de Gatineau depuis le 1, c'est eux autres. Finalement, ils l'ont hérité à la fin, à force des actionnaires qui... Moi, j'ai quitté à un moment donné. J'ai dit, bon, mais j'ai fait ma job. Au revoir. Merci infiniment pour l'occasion que vous m'avez faite. C'était merveilleux d'être président. Honorifique. C'était vraiment honorifique, mais dans la vraie organisation, puis avoir des contrats à l'intérieur de ça. Et les visionnaires au niveau de marketing, mise en marché, les contacts, c'était vraiment Manuela et Nicolas. Alors, moi, j'étais un spectateur, puis qui allait devant la TV, qui allait à la radio, qui faisait des promotions. Ben oui. Mais le vrai moteur, c'était Orchestra, puis la vraie mise en marché, c'était Nicolas et Manuela. Puis aujourd'hui, Orchestra marche tout seul. Puis je regarde ce qu'Orchestra fait depuis 2-3 ans, malgré la pandémie. Ils ont emmené Festibière ailleurs. Puis c'est normal. Ben, avec tous les concepts qu'ils ont, la piscine, avec les pédalos, le champêtre, c'est quasiment un resort dans le sud. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. C'est pas l'image du tout que je voulais créer. Puis si j'étais dans l'organisation, je serais probablement un des plus réfractaires à ça. Et pourtant, ça marche. Et je suis d'accord. Ouais. C'est comme, faut que ça évolue. Faut que ça s'adapte au marché. Puis la bière, grosse beuverie, Oktoberfest, on l'a exorcisé, ça. On peut faire des choses comme ça, où la bière, c'est une occasion de se réunir et avoir du plaisir ensemble. Ça a toujours été ça. Ouais. C'est juste que, jusque dans les années 2000, ce plaisir-là, c'était l'abus d'alcool, l'ivresse trop forte, puis les dangers associés à ça. Aujourd'hui, on est capable, de façon responsable, de faire des activités, d'aller ailleurs, ce que le Festibière de Gatineau fait maintenant. Je trouve ça vraiment beau, le modèle qu'ils ont fait, puis comment ça fonctionne, puis comment c'est opéré, avec une belle image bien soignée. L'image soignée, ouais, j'ai remarqué ça la dernière fois que je suis allé moi-même au Festibière. Je trouvais que c'était un petit peu plus inclusif. Je voyais plus de, plus de variété dans l'âge des gens, dans les gens qui étaient présents. Puis c'est vrai que la piscine, ça donne une ambiance de sud. Je pense pas qu'il va y avoir une piscine pour le Festibière d'hiver. Pas de patinoire non plus. Mais j'espère bien revoir la piscine pour l'été prochain. Ouais. Et puis... Les Festibières d'hiver, les premières années, on appelait ça Hivernal Ale. Tu sais, le jeu de mots, hivernal. Correct. Ça n'a pas pogné fort. C'est correct. C'est correct. C'est pas Nicolas et Manuela n'ont pas mis la deuxième année. Ça va pas Festibière, là. Tu vas pas... Festibière d'hiver. Moi, j'étais dans le sud, garde faites-le. Moi, ça me... Ben oui. Tu sais? C'est les bières fortes, l'ambiance, c'est vraiment party, là. C'est discothèque, puis tout, c'est bien correct, là, mais allez-y. Tu sais, c'est comme t'es papa de quelque chose, puis quelque chose, il évolue. Tes parents, tes enfants, ils partent de la maison, puis c'est ça aujourd'hui. Moi, je regarde ça, puis je trouve ça émouvant. Je trouve ça correct. Mais moi, je suis rendu ailleurs. Comme un père spirituel qui regarde la création de sa création créée. Oui, puis voir où ça a sa vie. Ça fait ses choses. À Chambly, ils ont leurs affaires. À Québec, ils ont leurs affaires. Puis il y a plein de mini-festivals partout, à gauche puis à droite. Puis c'est tant mieux. Toi, là, dernière question. Ton meilleur moment dans tous les festibières, ton plus gros souvenir positif dans tout ça? Là où je suis le plus fier, puis quand je ressasse tout ça, il y a vraiment une affaire. Ben, peut-être 2, 3, mais il y en a une. C'est le stand Trappiste qu'on a fait à Chambly. Parle-moi-en. Où on a été en mesure d'avoir toutes les bières trappistes de l'époque. Où on avait... c'était servi avec les gens, étaient tous les fans finis de bière avec beaucoup de connaissances, habillés en robe de bure.
avec des artefacts qui nous avaient été prêtés par les monastères, mais surtout Orval en Belgique. Nice. On a été capable d'avoir de la Westvleteren. Ça, c'était la bière à l'époque, là. C'est la meilleure bière au monde. Comment t'appelles ça, Westvleteren? Westvleteren. C'est une des rares bières trappistes brassées par des moines selon l'horaire liturgique. Ça, c'est un autre podcast. Selon l'horaire liturgique, Ça, c'est important. On est rendu à combien de podcasts, là, Mario? 6? Ça, c'est... Parce que trappiste, c'est une affaire, mais les moines qui brassent, c'est une autre affaire à l'intérieur des trappistes. Puis ça, avoir cette bière-là, ça relevait de l'exploit. Alors, j'avais rendu service à Orval, qui était le porte-parole des bières trappistes à l'époque en Belgique et une en Hollande. Mm-hmm. Et M. de Haren, qui était le coordonnateur des bières trappistes, j'avais demandé à M. François, moi je l'appelais François, là, on veut faire ça, puis là, on a consulté le stand trappiste, puis on est-tu capable de regrouper toutes les bières trappistes puis les avoir? On ne pouvait pas avoir de la Westmalle à l'époque, on ne pouvait pas avoir de la Rochefort au Québec à l'époque, et surtout pas de la Westvleteren. Alors, on a monté ce stand-là avec l'aide des trappistes de Belgique. Puis le jour où ça a ouvert, on avait la musique grégorienne. Ah! C'était tout le kit, là. Comme dans une église. On priait de la bière. Wow. C'était une ambiance vraiment extraordinaire. C'est Caroline et Fred qui s'occupaient de ce stand-là, là. La microbrasserie Charlevoix. OK. Puis je me souviens, elle vient me voir le premier jour, là. On vient d'ouvrir. Il y avait des lignes là, pour la Westvleteren. Ouais. On la vendait comme 10 piastres, l'échantillon. Puis elle vient me voir, elle dit « Mario, on a un problème. » Je dis « Quoi? » Ben, tout le monde veut de la Westvleteren. On va en manquer. J'ai dit « Ben, mets-la à 15 piastres. » Elle dit « Mario, t'as pas compris. Tu peux la vendre 30 piastres. On va en manquer. On va en manquer. » J'ai dit « OK, on a réussi à faire quelque chose. » Là, j'ai dit « OK, on va la garder à 15 piastres. On ne le mettra pas à 30 piastres. Ça va être de l'abus. » Est-ce qu'il était trop tard pour en commander d'autres? Ah, c'est impossible. C'est 3 mois avec la SAQ. Ah, puis j'ai un autre beau fest. J'ai un autre. T'as trouvé un moment numéro 2, là? Head boy. On va finir le moment numéro 1. Oui. En tout cas, fait que j'ai dit, on va limiter. On a 15 caisses. Ouais. On en sert 3 soirs, 3 demain, puis 3 dimanches. Tu sais, comme... Fait que les gens avaient intérêt à venir tôt. On dit, quand ça finit, dis aux gens, revenez demain. Puis c'est ça qu'on a fait. Ben oui. Pour être fair pour tout le monde. Pour que chaque jour, tu sais, les gens qui ne peuvent pas venir le vendredi ou le samedi, si on a le dimanche, tu vas avoir accès, mais viens de bonne heure. Mais toi, la raison pour laquelle tu es fier de ça, c'est parce que tu as créé un petit quelque chose. Tu as partagé une passion. Oui. C'est ça qui est arrivé. C'est passionnant. Ça, c'est un autre podcast. On a déjà dit que c'est un autre podcast. Mon autre souvenir. Moment numéro 2. Ça, c'est l'espionnage contre espionnage. Ah, j'adore ça, mon espionnage. Okay. Budweiser. Oh boy. C'est la marque américaine gigantesque. Elle est grande. Le mot vient d'une ville en République tchèque, Budweis. OK, tu le sais j'ai déjà. J'ai des frissons, là. Puis Budweis, c'était le nom de la ville. Ouais. Puis Budweiser, c'était... Quand ils ont fait ça aux États-Unis, c'était une petite bière ordinaire, faite par des Allemands, en hommage à Budweiser, mais c'était pas la même bière pantoute. Ouais, c'est pas de l'espionnage, c'est un hommage. C'est un hommage. Ça finit par AGE. Éventuellement, le marché étant ce qu'il est, ouais. Ça grossit des deux bords. Surtout des États-Unis. Tout le monde pense que c'est la recette originale. Ça n'a rien à voir avec la recette originale. Peut pas. Mais au niveau des marques de commerce, il y a des conflits internationaux extraordinaires. Mm-hmm. Il y a une géopolitique de la bière, là, d'un point de vue légal. Il y a des combats qui se passent en coulisses. Et je me suis plongé tête première dans ce combat-là. Je suis allé voir Budweiser. Oh boy. Je suis allé en République tchèque voir. J'ai dit, je vais acheter 5 tonneaux de ta bière Budweiser. Tu vas me dire quel nom je vais mettre sur le pont d'achat. Tu vas me dire... Tu sais, ça va passer toute l'administration. On va faire ça légalement, comme il le faut. Oui, avec le nom que tu me donnes. Puis ça va être vendu sous ce nom-là, mais je te jure que tout le monde va savoir que c'est de la Budweiser. J'ai dit, je vais partir de la rumeur. J'ai été honnête avec eux autres. Je voulais la Budweiser. Tu veux dire de la Budweiser de Budweiser de la République tchèque, qui est maintenant la Tchéquie. Qui s'appelle... Ouais, en tout cas. Ouais, elle a un nom, mais à l'époque, elle n'était pas exportée au Canada sous aucun nom. Fait que c'était bizarre pour toi d'importer des barils, là. Vous voulez 5 barils de la Budweiser originale. Mais pourquoi? Pour le fun. Juste pour le plaisir de faire ça. Oui. Puis c'était notre stand, les 10 meilleures bières au monde. OK. Fait que j'ai fait un sondage chez mes collègues français,
belge. Puis là, quelle bière... Puis j'avais pas dit quelle est la meilleure bière au monde. Je dis, quelle bière que tu aimes le mieux boire? Ah, c'est pas la même chose, C'est hein? pas la même chose, mais moi, je me dis, si tout le monde nomme Ouais. les bières qu'ils nomment, c'est ça les meilleures bières pour moi. C'est Ouais. bien beau dire que la Rodenbach, c'est la meilleure bière au monde, t'en bois-tu? Ouais. Non, j'en bois pas. Bon, c'est la meilleure bière au monde, mais t'en bois pas. Ouais. Tu sais, moi, C'est comme si on me demande quel IPA je bois. Je bois de la Castor Yakima, là. Ouais. Point final. C'est le genre de conversation qu'on a, nous autres, les biérologues ensemble. Ouais. On s'estime pour des niaiseries et des affaires de même. Voilà. Moi, des vraies conversations tu peux bien sérieuses. dire que c'est la meilleure bière au monde, t'en bois-tu, toi? Tu sais, c'est comme... C'est là que ça commence. Moi, c'est le plaisir de boire. Ouais. Okay? Puis Budweiser était là-dedans. Budweiser. Ah, c'est ça le vrai nom, Okay. Budvar. Oui. Alors, mais les gens à Budweiser, non, mais Mario, tu ris de nous autres, on ne fera pas ça. Voyons donc. C'est correct, c'est pas grave. Moi, l'affaire est morte, là. Elle est morte. Tu veux dire, il refusait de te Ben donner... oui, il n'a pas embarqué dans ma game pantoute. Il refusait, là. Ben oui. Non, on ne Puis te vend avec pas un des beau 5 sourire, barils, là. Non. T'es gentil, T'es Mario. drôle, mais non, ça marche pas. On t'aime bien, là, mais oublie-nous. C'est correct. On va le faire notre stand, ça ne changera rien à notre vie. Ben oui. Mais l'idée était là dans l'air quand même. Puis à un moment donné, puis faire de l'importation de bière d'Europe pour un festival au Canada, au Québec, c'est minimum 3 mois entre le moment où tu commandes puis le moment où tu reçois ta bière, que ce soit des douaniers, que ça passe par la Société des alcools du Québec. Il faut que ça reste dans son entrepôt pour une certaine période de temps, non? Ah non, ça peut être une journée. Okay, c'est juste pas grave. la taxe de la SAQ, là. OK? La régie des alcools, la SAQ. Ça, c'est un détail technique. OK? Alors, ça, c'est 3 mois de calendrier, mais il faut convaincre la brasserie avant de nous, quand je vais envoyer un bon de commande, ils vont le respecter, le bon de commande. Donc, il faut faire des démarches avant les 3 mois. C'est 6 mois, là. On va aller voir, puis j'organise un festival, peut-être, on va vous commander tant de bières, c'est quoi le minimum, c'est quoi le maximum, puis... Tu sais, il y a beaucoup d'organisations. Ça, c'était la partie de ma job à Festibière que j'adorais. Aller en Europe, négocier. Fait que tu prenais l'avion, tu allais là-bas, tu leur parlais, tu serrais des mains, tu goûtais des bières locales. T'avais du fun. Ouais, t'avais bien du fun. Des souvenirs. Ça, c'était mon côté dépensier, puis côté glamour. C'était pas glamour, c'était comme, j'ai du fun. Hédoniste, peut-être, côté amoureux de la vie. Aussi, je visitais les équipements, j'ai rencontré les gens. C'était un enrichissement extraordinaire. En tout cas, Budweiser, merci Mario, t'es bien gentil. Mais là, 4 jours avant le Festibière. Le Festibière commence vendredi, là. Monsieur Mario, on accepte votre proposition. Surprise, surprise. Mais là, c'était des fax dans le temps, là. C'était pas Internet, c'était des fax. Wow. On accepte votre proposition. Je dis, ben tabarnache, tu sais, j'ai dit, il est trop tard, c'est prendre 3 mois le délai. Puis, que j'ai dit aussi, on n'aura pas le temps, Puis là, ils me répondent, on va vous les envoyer par avion. J'ai dit, mais c'est pas mon budget. On vous paye. Hein? On vous les envoie par avion gratis. Ah, ouais. Attends, t'es en quelle année? Rappelle-moi, en quelle année ça se passe? Ça, c'est en 2000, je pense. En 99 ou 2000. OK. J'ai dit, mais c'est impossible. J'appelle la SAQ. Je dis, c'est possible de se faire livrer de la... Mon 3 mois, qu'est-ce que je fais? Tu sais, là, j'avais une personne à SAQ, là, on avait une bonne relation. Ouais, c'est bon, ça m'en a vu. Alors, je sais pas si je peux nommer son nom, mais elle est dans mon cœur, cette femme-là, là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça. Elle dit, garde, dis-leur qu'il mal à telle place, ça va arriver à Mirabel, telle heure, puis dès que ça arrive, qu'il t'appelle, puis qu'il m'appelle, puis on va régler ton problème, Mario. Ah, ça, c'est du service à la clientèle. En 3 jours, c'était réglé. Wow. OK? Ça n'avait pas coûté une scène. On avait nos 5 barils de Budweiser. OK? Puis là, c'était... C'est 3 jours, c'est 2 semaines. C'est parce qu'il a fallu que mais ce que tu peux me dire, c'est que ça s'est passé rapidement, puis c'était pas attendu. C'était pas 3 jours, c'était 2 semaines. Dans le fond, c'est le soutien technique que tu as eu, puis aussi le côté vraiment surréaliste de te faire envoyer des barils par avion. C'est tellement, c'est comme vraiment moderne. C'est comme... Ils ont payé pour les frais de transport. Tout! Hey, ça doit leur avoir coûté une beurrée. C'est une beurrée. C'est cher. Peu importe, on peut plus refuser, puis Mme Hiergeau, bon, je l'ai dit. Okay. Dit, merci, j'imagine, de la part de Mario. Vraiment, là, ça s'est réglé. C'est arrivé au stand.
Puis, je sais pas le nom, checké. Il nous a donné un nom. Il faudrait que je vérifie dans mes programmes souvenirs de Festibière quel nom qu'on avait donné. Sais-tu c'est qui les premiers qui attendaient au stand pour boire cette bière-là? Tous les représentants de Budweiser au Québec. T'es pas sérieux? C'était la batte dans le temps. Ils étaient à toutes là. Oh, on peut goûter à cette bière-là. C'était vraiment un plaisir. Hey, ça, c'est drôle. Je m'attendais pas pantoute à ça. Oui. On s'est pas fait poursuivre. Ils se sont pas fait poursuivre. Tout le monde était content dans le fond. Là. C'est comme parce que c'était une demeure festive. C'était un festibière. C'était un clin d'œil à l'histoire, à leur contribution au niveau historique, puis à toutes les légendes urbaines qu'il y avait autour de ça aussi. Ben oui. Comme c'était la recette originelle, ça n'a rien à voir. Ouais. Budweiser américaine puis eux autres, c'est deux affaires complètement. Ils ont évolué différemment. Au niveau marque de commerce, là, qui a copié l'autre? C'est les Tchèques qui ont copié les Américains. C'est pas les Américains. T'es pas sérieux? Ben oui. Comment ça? Les marques de commerce, c'était enregistré marque de commerce aux États-Unis bien longtemps là, avant les Tchèques. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la même recette? C'est pas la même recette pantoute. Ça n'a jamais été la même recette. Jamais. C'est juste le nom. Oui. Parce qu'aux États-Unis, les ingrédients étaient différents. Le maïs en marc pour mettre une bière douce, une bière qui n'est pas trop forte en alcool, qui n'est pas trop houblonnée. Alors qu'en République tchèque, elle est plus sucrée, puis elle est plus houblonnée. Parce que la Budweiser, c'est la petite sœur de la Pilsner Urquell. C'est le même brasseur, là. C'est la même recette qui a été adoucie pour la ville de Budvar. Oui. Puis ça, encore une fois, c'est une époque où est-ce que malgré les apports technologiques de l'industrialisation, la bière se base encore sur les ingrédients locaux, puis sur l'eau locale, puis sur les houblons qui poussent à proximité. Puis là, c'est ça. Là, ça, c'est le 8e podcast qu'on va faire ensemble. Voilà. Écoute, Mario, un gros merci d'avoir été avec moi. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez, qu'on est en 2023, on est en février, on se gèle la température corporelle quand on s'en va dehors parce qu'il fait moins 20 en ce moment. Mais, bonne nouvelle, vous allez avoir du 9 au 11 mars le Festibière de Gatineau. Et ça va se passer à Zibi, puis ça va être le fun. 150 bières, beaucoup de brasseurs, beaucoup de brassage, de belles conversations. Et la famille peut être là et vous allez être au chaud confortablement dans l'allée de Zibi intérieur. Allez-y, j'y serai. On va peut-être devenir des amis. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça va nous aider à grandir et à nous faire plein d'amis puis à brasser des belles conversations comme avec Mario Dair. Encore une fois, merci au dépanneur Rapido pour la bière dont je ne peux visiblement toujours pas prononcer le nom. Je vais y aller avec beaucoup de renfort d'effort. La Dominus Non, j'ai raté. J'ai essayé. Dominus Vobiscum. C'est ça. Merci, Mario. J'ai pêché par ambition, je pense. Dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Mario, un grand merci. Santé. Cheers.